Est-ce que les deux positions sont contradictoires et parallèles aujourd'hui? Oui, en fait, on est dans le dialogue de sourds. Je ne sais pas jusqu'à quel point les politiques sont conscients de cette situation. Mais pour moi, je ne vois pas du tout Donald Trump ou l'administration américaine revenir sur cette décision et réintégrer l'accord de Paris. Alors, officiellement, il y a un délai. Donc, ils ont annoncé leur sortie, mais elle n'est pas encore effective. Elle le sera d'ici quelques mois. Ce qui se passe, c'est que lorsque Donald Trump a rencontré Emmanuel Macron, il lui a en effet fait comprendre que si un certain nombre de points étaient renégociés, si les conditions étaient plus favorables aux États-Unis, il serait en mesure de revenir sur cette décision. Emmanuel Macron dit en retour qu'il n'y a pas de renégociation, il n'y a pas de négociation possible. Donc on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde et c'est un faux dialogue. Et puis le fait que Donald Trump n'ait pas du tout évoqué le sujet ce soir à l'ONU, pour moi, est bien l'indication que de son côté, le dossier est clos. L'indication est assez claire, effectivement, alors que nous voyons en direct les différentes prises de parole à la tribune de l'ONU dans cette enceinte de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Et il va être beaucoup question, évidemment, Alexandre Malafaye, de la voix, de la place de la France dans cette scène mondiale. Selon vous, qu'est-ce qui caractérise aujourd'hui, on va faire un tour de table, la diplomatie française? Quels en sont les piliers? En tout cas, la France, et c'est intéressant parce que depuis 2015, il y a un moment français, depuis l'accord de Paris, la COP21, qui a quand même mis la France au centre d'un grand projet, où on a quand même réussi à concrétiser une avancée importante en matière de mouvement vers un meilleur climat, si je puis dire. Il s'est passé quelque chose qui aujourd'hui, je pense, a des répercussions positives sur l'image de la France, comme s'il y avait une espèce de moment français. Voilà, sachant que quand on voyage à l'étranger, on se rend compte que beaucoup de monde revendique le fait qu'il y a une attente de France. C'est intéressant ce que vous dites. Permettez-moi, le moment français, c'est le mot qu'a utilisé sur cette antenne, invité de la matinale, Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, qui a dit qu'il y a un moment Macron. Comment va-t-il le transformer? Ça, c'est autre chose. Alors, il peut le transformer parce qu'en fait, on a la chance quand même en France d'avoir un des plus beaux réseaux diplomatiques au monde, d'une part. Et deuxièmement, si on prend un tout petit peu un changement de posture, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans une approche moralisatrice et donc avec des coups de menton donnés aux uns ou aux autres et avec une capacité à se fâcher régulièrement et à tracer des lignes pour le coup rouge et qui ont beaucoup de conséquences sur le plan de notre géopolitique, si tout d'un coup on se met dans une posture qui est une posture d'être dans ce qu'on peut être, c'est-à-dire qu'on n'est plus une grande puissance, mais en revanche on est une puissance de grande influence si on sait utiliser notre influence. Et à ce moment-là, on peut vraiment retrouver, je vais prendre le terme de Renaud Girard, d'honest broker, on peut effectivement se mettre dans cette posture d'être un intermédiaire utile et de pouvoir, dans toute une série de sujets, intervenir, faciliter, accompagner. Et en n'étant bien sûr pas aligné comme on l'a été, voire parfois suraligné sur les positions américaines, notamment sur le dossier iranien, mais vraiment dans une posture où on est là pour construire, sachant qu'on a aussi besoin, c'est un deuxième point très important, de nouer des alliances solides avec un certain nombre de partenaires, y compris les Américains, parce que sur un certain nombre de sujets, notamment les questions qui touchent à l'islamisation du continent africain, on aura vraiment besoin d'eux. Frédéric Dabi. Oui, ce qui vient d'être dit est complètement corroboré par les enquêtes d'opinion, même avant ce momentum français dont a parlé Alexandre Malafaye. Lorsque les Français s'expriment en termes de déclin du pays, on connaît cette antienne de France qui tombe, d'âge d'or, de nostalgie définie dans le passé par Raoul Gérardet. Jamais, je dis bien jamais, c'est connecté à la diplomatie française et à l'action de la France à l'échelle internationale. D'une part, il y a le rayonnement culturel, c'est d'ailleurs une des attentes majeures que les Français adressent à l'exécutif en termes de politique internationale. Et puis, il y a eu des moments de fierté française liée à la politique internationale. Dans le chemin de croix qu'a connu François Hollande tout au long de son mandat. Je mets de côté les épisodes terroristes. Il y a eu le Mali, qui a été le premier rebond sérieux de sa popularité. On se souvient du Jacques Chirac et du Dominique de Villepin en 2003, justement à la tribune de l'ONU au Conseil de sécurité. Ça a été un moment fondateur sur la politique étrangère française. Les Français, contrairement à ce qu'on dit, ils ne s'intéressent pas aux questions internationales. C'est de plus en plus faux. Quand je regarde l'enquête IFOP Fiducial pour Match sur de quoi ont parlé les Français au mois de septembre, on voit que le tir de missiles balistiques coréens en mer du Japon a été très fortement remarqué, mémorisé. Donc il y a eu en 2003, qui a permis à Jacques Chirac une popularité très forte dans les années 2003-2004. Il y a eu bien sûr l'intervention au Koweït sous François Mitterrand, qui lui avait aussi valu une très forte popularité pendant un temps assez peu limité. Dans ce cadre-là, voilà, il y a plutôt le sentiment qui vient d'être exprimé d'une politique internationale qui rend souvent fier. Il est très rare de voir une opinion publique française désavouer ses dirigeants.
François Hollande, en 2013, au moment de sa deuxième chute de popularité, c'est sur son projet d'intervenir en Syrie, qui n'avait pas été soutenu du tout par les Français. Frédéric Dabi, on va revenir sur ce moment, à cette époque-là. François Hollande, souvenez-vous, avec sa politique étrangère, qui parlait de son action au Moyen-Orient, en Syrie. Et le changement est vraiment frappant. Vous allez nous en parler dans quelques instants avec le quinquennat en ce moment. On voit bien qu'il y a une rupture dans cette diplomatie. Écoutez, c'était François Hollande dans cette même tribune de l'ONU en septembre 2015. Et que disait l'accord de Genève? C'est un gouvernement de transition doté de pleins pouvoirs, incluant des membres du gouvernement, l'actuel, et de l'opposition, à partir d'un consentement mutuel. Eh bien, voilà la base. Utilisons-la, avançons. Mais j'en vois que, par rapport à ce malheur qui frappe, j'en vois qui déploient tous leurs efforts diplomatiques pour incorporer Bachar el-Assad dans ce processus. Mais on ne peut pas faire travailler ensemble les victimes et le bourreau. Assad est à l'origine du problème, il ne peut pas faire partie de la solution. On va parler du fond, hein, peut-être d'une rupture, parce que là vraiment il n'y a pas de continuité sur le dossier moyen-oriental. Sur l'aspect de la communication, Anne-Claire Ruel, qu'est-ce que ça vous inspire? On va voir dans quelques instants Emmanuel Macron à cette tribune, tout comme François Hollande il y a quelques années. Alors effectivement, il y a aussi eu un moment François Hollande, mais qui est une parenthèse dans la diplomatie continuelle. Je crois que la diplomatie d'Emmanuel Macron s'explique par deux points. Une cause qui est conjoncturelle et une cause qui est structurelle. Ce qui est conjoncturel, c'est que on ne révèle de secret à personne. Trump et Merkel s'entendent extrêmement mal. Donc forcément, il y a une opportunité pour le leader français de prendre le pas sur la communication, évidemment, et surtout le fond, la diplomatie et les enjeux qui peuvent relever de ça. Sur le plan structurel, moi j'ai l'impression quand même, si on met la parenthèse Hollande avec ce qu'on vient de voir, qu'il y a quand même une forme de continuité sur la Ve République, c'est-à-dire qu'on joue le rôle de médiateur. Et donc c'est une forme de réel politique. Donc on discute avec tout le monde. On a reçu Trump comme Poutine. On est là justement en termes de facilitateur pour trouver des solutions à des... Le trait d'union. Le trait d'union complètement sur tout ça. Et donc c'est peut-être dans ce sens-là où il y a un moment français, effectivement, puisqu'il y a une opportunité mêlée à une forme de tradition diplomatique française qui est très forte et qui est observable tout le long de la Ve République en tout cas. Un moment français et une rupture, Frédéric Pons. Quand vous regardez cet extrait par rapport à notre politique aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous inspire? Je suis beaucoup moins enthousiaste que les précédents débatteurs. Je suis moins sensible au message de l'Élysée, corroboré, divine surprise, par les sondages de Paris Match. Il faut quand même garder le raison. On interroge les Français, bien sûr. Moi, je qualifierais cette diplomatie activisme de façade et communication à tous les étages. Emmanuel Macron s'est occupé d'Europe, de Libye, de Syrie, du climat, de la Russie. Il a reçu un certain nombre de dirigeants. Très bien. Bravo, il fallait le faire. Et c'est là où il y a une rupture, effectivement, sur la forme comme sur le fond avec François Hollande. Il faut dire que Macron partait de très bas par rapport au quinquennat précédent. Malgré tout, quand je dis communication à tous les étages, activisme de façade, c'est parce qu'on attend aujourd'hui que tout ça se traduise réellement dans les faits. Les poignées de main à Poutine, les embrassades avec Donald Trump. Et long, vous le savez mieux que moi. Cela, oui, mais tout cela doit déboucher. Y a-t-il un héritage. Attendez, et y a-t-il, c'est la question que je pose et je n'ai pas la réponse, y a-t-il une véritable diplomatie stratégique, un véritable horizon stratégique à la géopolitique à la française? Ce moment français est-il simplement de la communication parfaitement maîtrisée ou traduit-il quelque chose qui est vraiment en train de changer dans notre diplomatie? Je crois qu'on est d'accord. C'est-à-dire qu'on en revient à ce qu'on disait avant. Finalement, c'est plus de la tactique que de la stratégie au long terme, ce qui se passe. Et effectivement, il y a des coups médiatiques. C'est-à-dire qu'on gère la diplomatie à force de coups médiatiques, effectivement. C'est pas que ça. Je pense qu'il faut remettre la France au centre. En tout cas au centre du jeu, sur le terrain, sur la place qu'elle peut occuper, ce qu'elle avait totalement perdu ces dernières années. On a quand même eu une des postures géostratégiques que je qualifierais dans certains cas de quasiment hystériques, parce qu'on ne peut pas se fâcher. Enfin, la diplomatie
diplomatie, c'est fait pour parler avec, y compris nos ennemis. Sinon, on envoie les armées. Et surtout nos ennemis, comme disait exactement, c'est quand même à ça que ça sert. Ça ne date pas de François Hollande. Non, mais on est bien d'accord. Non, mais les dérapages et les errements géopolitiques de la France sont plus anciens que ça. Donc il faut déjà commencer par remettre la France au centre, être capable de parler avec tout le monde. Et je crois qu'Emmanuel Macron a une grande qualité en tant que chef de l'État, c'est que c'est quelqu'un qui est supérieurement intelligent. Et je crois que quand il rencontre ses homologues, il a un gros avantage, c'est qu'il connaît très bien ses dossiers. D'ailleurs, ce qu'il a dit quand il a fait une déclaration publique pour dire quand je leur parle. Aussi, hein, mais je pense que c'est un président jeune. Je pense qu'il va vite. Je pense qu'il est très bien connecté. Et je pense que quand il arrive, et je pense qu'il a une on peut aussi de temps en temps se féliciter d'avoir quelqu'un qui a une bonne intelligence. Mais je pense que c'est un véritable atout quand il va rencontrer des dirigeants. Regardez la façon dont il leur parle. Et puis il y a la connaissance des dossiers internationaux. C'est pas la même chose. Hein. Non, mais je veux bien, moi. Alors, les poignées de main très appuyées avec. Ça, c'est des erreurs. Ça. Mais pourquoi pas, si c'est suivi des faits? Après, ça devient de la complaisance. La réception de Poutine, parfait, il fallait le faire. Mais pour faire quoi après? Il faut lever les sanctions. Il faut s'affranchir de ces oukases américains sur la politique européenne. Il est ici, chez nous. Il est là depuis 3 mois. Ce qui peut être intéressant, c'est de voir aussi le jeu de pouvoir et de partage du pouvoir entre Emmanuel Macron, qui est évidemment quelqu'un qui intervient médiatiquement, et puis Jean-Yves Le Drian, derrière, qui est concrètement en charge de qui est l'artisan de beaucoup de choses. C'est dans l'ombre. C'est Harold Iman qui nous a rejoint, notre spécialiste des relations internationales. Harold, il y a peut-être quelque chose qu'on a oublié de préciser quand même, parce qu'on parle de la puissance un peu perdue, de l'influence un peu perdue de la France, mais la France, elle reste quand même une puissance nucléaire en Europe. C'est une force de projection militaire. Il ne faut pas l'oublier. Quand il a fallu aller au Mali, nous y sommes allés. Et rapidement, on s'est projeté avec notre force militaire. Ça reste un atout qui est indéniable en Europe. Ça a impressionné énormément Washington. Parce qu'ils étaient un peu perdus dans leur idée de la France qui défaitiste, qui ne voulait pas affronter Saddam Hussein, etc. Enfin, pour la petite phrase, c'était cheese eating surrender monkeys, ce qui est intraduisible. C'est des singes défaitistes mangeurs de fromage. Bon, et ils sont devenus les Spartiates de l'Afrique, qui était bien un endroit où les États-Unis ne voulaient pas envoyer le moindre soldat depuis la débâcle somalienne en 92. Et ensuite, notre montée en puissance, enfin après notre montée en puissance dans l'ISAF en Afghanistan, ça avait quand même un peu marqué. On a frôlé les 4000 troupes. Ça, c'était pas mal. Bon, c'était même pas le 20e de ce qu'avaient les Américains, mais ça les a un peu marqués quand même. Et ils se sont étonnés. Eh bien, ils ne sont pas les singes qu'on croyait. Bon. Et donc, finalement, voilà, la France au moins à Washington est présente, même si dans la coalition qui intervient sur le terrain syro-irakien, on est quand même un petit pourcentage par rapport aux États-Unis. Pas si petit. Non, enfin, on n'a pas beaucoup de concurrents. Pour la deuxième place, c'est des petits nains, mais la France est le plus gros des nains. C'est les États-Unis qui mènent cette coalition. Oui, Gérald Olivier. 10% des Français. Mais un tout petit mot par rapport à ce que dit Harold, qui est très vrai. Mais là, on parle d'appareil militaire, on ne parle pas de diplomatie. C'est vrai. Est-ce que ce n'est pas le bras de la diplomatie parfois ? Si, c'est le bras armé, inévitablement. Mais ce n'est pas le premier outil qu'on va utiliser. Et pour en revenir à l'épisode depuis l'élection d'Emmanuel Macron, personnellement, je trouve que M. Le Drian est extrêmement discret. C'est le président qui, pour l'instant, monopolise l'attention. Il a peut-être un collaborateur derrière lui, mais on ne le voit pas beaucoup, ce collaborateur, pour l'instant. Par contre, il est certain que l'appareil militaire français, depuis, pas seulement récemment, mais même depuis l'épisode de la guerre d'Algérie, a toujours impressionné les militaires américains, et ils ont toujours regardé comment la France gérait un certain nombre de dossiers. On se souvient du général Petraeus qui s'était inspiré de manuels remontant à la guerre d'Algérie lors de la guerre en Irak pour aller débusquer les gens jusque chez eux. Et la façon dont la France mène ses interventions en Afrique et ailleurs continue d'être regardée de très très près, pas par le département d'État, mais par le Pentagone. Alors, je vous rappelle que nous sommes en direct sur CNews. C'est votre émission Les Voix de l'Info. Sur l'écran à votre gauche, vous voyez les différents leaders, les différents dirigeants qui se succèdent à cette tribune au sein de l'enceinte de l'ONU à New York. Dans quelques instants, ce sera au tour d'Emmanuel Macron. À peu près pour chaque intervention, normalement, ce qui était prévu, c'est 15 à 20 minutes. Exposition de la vision du monde. Et d'où cette question ? À qui parlent ces dirigeants, Frédéric Dabi? On va écouter sur ce sujet le président américain. À qui parle-t-il? Eh bien, America First. En tant que président des États-Unis, je
donnerez toujours la priorité à l'Amérique. Tout comme vous, en tant que dirigeant de vos pays, vous allez toujours et vous devez toujours placer votre pays en premier. Frédéric Dabi, est-ce que cette tribune, est-ce qu'elle permet de parler d'abord, j'allais dire, pour Emmanuel Macron aux Français, pour Donald Trump aux Américains et en ce moment même pour Ellen Johnson au peuple du Libéria? Tout dépend de qui regarde ces différents discours. Soyons déjà modestes sur la portée de ceux qui nous regardent, donc médiatique. Vous voulez dire, oui. Non, mais d'une manière générale, pour tous les leaders signés, je ne voulais pas être inconvenant. C'est vrai que c'est souvent des occasions de faire des éléments de politique intérieure. Et là, Donald Trump est en continuité, ça a été très bien dit tout à l'heure, parfaite avec sa campagne électorale, avec aussi une continuité avec les administrations précédentes. Maintenant, Emmanuel Macron, oui, c'est sa première sortie sur la scène des Nations Unies. C'est une première et pour Donald Trump, et pour Emmanuel Macron, et pour le secrétaire général des Nations Unies. Oui, Emmanuel Macron, il va, à mon avis, au-delà du fond, sur le plan de la forme, chercher à, plus que jamais, enraciner son point fort auprès des Français, c'est cette distinction par rapport à ses deux prédécesseurs, et notamment par rapport à François Hollande. Injuste ou pas, je fais une petite parenthèse. Si je mets de côté le dossier syrien en 2013, il y a toujours eu c'est pas rien, ce que vous mettez de côté, des bonnes évaluations de l'action de François Hollande sur la scène internationale. Il n'y a jamais eu de rupture d'opinion entre les Français et François Hollande. Là, je pense qu'Emmanuel Macron va peut-être chercher à enraciner cette rupture, même s'il va être, à mon avis, rattrapé par le principe de la réalité de la diplomatie française, réalité des forces armées et équilibre des nations. C'est votre avis, Frédéric Pons? Oui, évidemment, mais j'ai une petite anecdote. Je crois que c'est Nicolas Sarkozy qui a raconté, après sa première intervention devant la tribune des Nations Unies, l'Assemblée générale, qu'il avait eu l'impression d'avoir en face de lui des mannequins de cire, vous savez, alignés sur plusieurs rangées, et totalement inexpressif, parce qu'il faut comprendre que le discours de chaque président, chaque chef d'État est traduit en 7 ou 8 langues. Et donc toutes les petites blagues, les petites anecdotes tombent souvent à plat le temps que la traduction se fasse. Ça, c'est pour l'anecdote. Mais à qui s'adressent les chefs d'État ou les dirigeants qui parlent devant cette Assemblée? S'adressent un peu à leur opinion publique, mais l'opinion publique s'en fiche un peu, je pense sincèrement, mais s'adressent à leurs alliés et à leurs ennemis. Leurs alliés sont confortés par ce que peut dire le président Trump. Israël et l'Arabie saoudite seront contents ce soir. Et les ennemis, c'est-à-dire la Corée du Nord, je ne sais pas si Kim Jong-un va trembler dans son lit ce soir, mais se disent, tiens, quelque chose peut peut-être changer. Quant aux autres, la Chine et tous les pays qui sont un peu entre amis ou adversaires, eh bien, ils cherchent à évaluer, comme nous on le fait en ce moment, ce qui se cache derrière les discours, ce qui est dit et ce qui n'est pas dit. Et les leaders risques, ils ne sont pas là quand même, on le notera, parce que ce sont deux acteurs incontournables avec des ombres qui pèsent sur de nombreux dossiers qui ne sont pas dans cette enceinte aujourd'hui. Oui, mais Emmanuel Macron n'était pas dans l'enceinte pour le discours de Donald Trump. C'est aussi de la diplomatie. On se met en retrait pour se donner le temps de réagir. Harold Iman, c'est vrai ce que dit Frédéric Pons, dans cette enceinte du multilatéralisme, il y a tous les alliés, les ennemis, etc. Donc on peut s'adresser finalement à tout le monde pour les dirigeants. Oui, on va s'adresser à tout le monde et bien sûr la France s'adresse généralement aux Africains, parce que ça c'est notre clientèle naturelle. Mais là, ce qu'a fait Donald Trump, c'est qu'il a essayé de casser le multilatéralisme totalement. Parce qu'il a dit America First, et puis d'ailleurs, vous le Guatemala, vous pouvez être Guatemala First. Mais que pèse le Guatemala contre les États-Unis? Donc, en fait, le jeu américain de casser et de mettre tout le monde sur un pied d'égalité factice, ça met les États-Unis en rôle de superpuissance évidente. Donc, voilà, il est en train de casser. Et là, c'est la fin de... Non, je vous laisse. Oui. Dès qu'Emmanuel Macron, évidemment, le président français, va prendre la parole, on va aller en direct dans cette Assemblée générale des Nations Unies. Mais encore une question, Alexandre Malafaille, est importante, puisque Frédéric Dabi faisait le lien tout à l'heure entre la scène internationale et la scène nationale. Est-ce que l'influence d'un leader sur cette scène internationale, elle se mesure aujourd'hui à l'aune de ce qu'il représente dans son propre pays, dans ce qu'il incarne? C'est-à-dire que sur la scène mondiale, Emmanuel Macron, quelqu'un d'autre, est d'autant plus fort qu'il aura mené ses réformes dans son propre pays?
C'est clair que c'est ce qui est attendu, en tout cas, au moins par nos partenaires européens. C'est l'un des grands enjeux qui repose sur la crédibilité, effectivement, de la parole d'un dirigeant, surtout d'un dirigeant d'un grand pays. Quelque part, on voit bien que notre objectif aujourd'hui, à nous, France, c'est d'essayer comme je le disais tout à l'heure, de revenir dans le jeu pour peser sur toute une série de décisions. Pour ça, il faut qu'on soit crédible. Il faut que les engagements qu'on prend, on les tient. Et nous sommes, pardonnez-moi Alexandre Malafaille, quelques secondes de la prise de parole du président français. Deux grands axes, le climat et la sécurité. Une première ici dans cette enceinte. On écoute Monsieur le secrétaire général français. des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement. Si j'ai aujourd'hui le privilège de m'exprimer devant vous, je sais à qui je le dois. Je le dois à tous ceux qui, voici un peu plus de 70 ans, se sont levés contre un régime barbare qui s'était emparé de mon pays, la France. Je le dois aux nations qui ont entendu le cri de ces résistants et qui, d'Amérique, d'Afrique, d'Océanie, d'Asie, ont vers les côtes françaises envoyé à leur secours leurs filles et leurs fils. Ils ne savaient pas tous ce qu'était la France. Mais ils savaient que la défaite de la France était aussi la défaite d'idéaux qu'ils partageaient, dont ils étaient fiers et pour lesquels ils étaient prêts à mourir. Ils savaient que leur liberté et leurs valeurs dépendaient de la liberté d'autres femmes, d'autres hommes, vivant à des milliers de kilomètres d'eux. Je le dois à ceux qui, la guerre finie, ont osé la réconciliation et ont reconstruit un nouvel ordre international. À ceux qui, comme René Cassin, ont compris que les droits de l'homme étaient au cœur de la légitimité internationale. À ceux qui ont jugé les coupables, recueilli les victimes, réparé les fautes. À ceux qui ont voulu croire que les valeurs que cette guerre avait bafouées devaient reprendre leur juste place. Des valeurs de tolérance, de liberté, d'humanité qui sont fondatrices des Nations Unies. Pas parce que ces valeurs étaient belles, mais parce qu'elles étaient justes et permettaient d'éviter que le pire n'advienne. Si je vous dis tout cela, ça n'est pas simplement pour vous parler d'histoire. Mais lorsque, aujourd'hui, j'entends nombre de nos collègues parler du monde tel qu'il va, ils oublient un peu de cette histoire dont nous venons. Et que ce qui nous paraît exotique ou si loin de nous, si loin de nos intérêts immédiats, est peut-être ce qui détermine et déterminera le plus nos vies. Alors, mesdames et messieurs, si mon pays aujourd'hui possède dans l'ordre des nations cette place un peu singulière, cela lui confère une dette à l'égard de tous ceux qu'on a privés de leur voix. Et je sais que le devoir de la France est de parler pour ceux qu'on n'entend pas. Car parler pour eux, c'est aussi parler pour nous, aujourd'hui ou demain. Et en ce jour, ce sont ces voix oubliées que je veux porter. J'ai entendu Bana, citoyenne d'Alep, et c'est sa voix que je veux ici porter. Elle a vécu sous la terreur des bombardements, des polices et des milices. Elle a connu les camps de réfugiés. Le peuple syrien a assez souffert pour que la communauté internationale prenne acte d'un échec collectif et s'interroge sur ses méthodes. Pour établir une paix durable et juste, il y a urgence à nous concentrer sur le règlement politique de la crise par la transition, comme le Conseil de sécurité l'a acté à l'unanimité dans la résolution 2254 de 2015. La France est à l'initiative avec ses partenaires pour soutenir les efforts des Nations Unies et enclencher, enfin, une feuille de route politique inclusive en Syrie. C'est pour cela que je souhaite que nous puissions lancer un groupe de contact avec tous les membres du P5 et l'ensemble des parties prenantes. Aujourd'hui, le format dit d'Astana peut être utile, mais il ne suffit pas. Et ces derniers jours ont mis en lumière bien des difficultés. Alors donnons-nous les moyens réels d'enclencher les négociations, car la solution sera à terme politique et non militaire. C'est notre intérêt à tous, et d'abord, bien entendu, celui des Syriens. Dans ce contexte, j'ai indiqué quelles étaient nos deux lignes rouges. D'abord, une intransigeance absolue sur l'emploi d'armes chimiques. Les auteurs de l'attaque du 4 avril dernier devront être traduits devant la justice internationale
et cela ne doit plus jamais se produire. Ensuite, l'absolue nécessité d'aménager les accès aux soins de tous et toutes, de permettre les structures médicales, de protéger les populations civiles. La France a décidé d'en faire l'une des priorités de sa présidence du Conseil de sécurité le mois prochain. Agir pour la paix en Syrie, c'est agir pour le peuple syrien, mais c'est aussi nous protéger tous contre le terrorisme islamiste. Car en Syrie, en Irak, c'est contre le terrorisme que nous nous battons au premier chef. Nous agissons pour tous ceux qui ont péri dans ces attaques au cours des derniers mois. Car le terrorisme djihadiste a frappé sur tous les continents nos concitoyens, quelle que soit leur religion. Nous devons ainsi tous nous protéger en unissant nos forces et notre sécurité devient la première priorité. C'est le sens des initiatives que la France porte pour lutter contre l'utilisation d'Internet par les terroristes et contre toutes les sources de leur financement. C'est pourquoi j'ai souhaité que nous puissions organiser en 2018 une conférence sur ce combat, durant laquelle je vous appelle toutes et tous à vous engager. Mais c'est aussi le sens de l'action militaire que la France mène au sein de la coalition en Syrie et en Irak, dans le respect du droit international. Ce combat contre le terrorisme, il est militaire, il est diplomatique, mais il est aussi éducatif, culturel, moral. Il passe par notre action au Moyen-Orient, en Afrique, mais aussi en Asie. Et il doit tous et toutes nous réunir. J'ai entendu Ousmane, écolier à Gao, et c'est sa voix que je veux ici porter. Son enfance se passe au Mali dans la hantise des attentats aveugles. Et pourtant, son seul rêve est d'aller à l'école sans risquer la mort. Au Sahel, nous sommes tous et toutes désormais engagés. Nations Unies, pays de la région au sein de la MINUSMA et de la force conjointe du G5, Union européenne et ses États membres. Et je veux ici rendre hommage à tous ces acteurs en rappelant que c'est un effort particulièrement douloureux et cher en vie humaine. Notre défi est aujourd'hui, là aussi, d'éradiquer le terrorisme et pour ce faire de renforcer les capacités nationales pour que les États eux-mêmes prennent en charge leur sécurité. Quels que soient les moyens que nous mettrons, nous ne réussirons pas dans notre mission collective si les pays les plus concernés ne sont pas en mesure d'assumer leurs propres responsabilités. C'est pourquoi j'ai soutenu dès ma prise de fonction le déploiement de la force conjointe du G5 Sahel et j'en appelle ici à votre mobilisation collective. C'est pourquoi aussi je veux m'investir dans le renforcement du soutien aux opérations africaines de paix, car c'est cela l'avenir. Nous devons repenser collectivement l'articulation entre maintien de la paix, organisation régionale et pays hôtes. Et notre capacité à répondre aux aspirations de paix des populations en dépend. Assurément, la réponse militaire ne pourra jamais être la seule réponse. Et je veux ici insister sur la nécessité d'une réponse politique. Et je pense bien sûr à la mise en œuvre de l'accord d'Alger et notre politique de développement. J'ai entendu aussi Kwame, et c'est sa voix que je veux ici porter. Jeté sur les routes, il a traversé l'Afrique avant de remettre son sort en Libye entre les mains de passeurs. Il a traversé la Méditerranée. Il est parvenu à bon port quand tant d'autres périssaient en mer. Le réfugié, le déplacé, ou celui qu'on appelle tristement le migrant est en réalité devenu le symbole de notre époque. Le symbole d'un monde où aucune barrière ne pourra s'opposer à la marche du désespoir, si nous ne transformons pas les routes de la nécessité en routes de la liberté. Ces migrations sont politiques, climatiques, ethniques. Ce sont à chaque fois ces routes de la nécessité. La nécessité, c'est aujourd'hui la fuite face aux persécutions dont sont victimes les Rohingyas. Plus de 400 000 réfugiés, dont la majorité sont des enfants.
Les opérations militaires doivent cesser, l'accès humanitaire assuré et le droit rétabli face à ce qui est, nous le savons, un nettoyage ethnique. La France prendra l'initiative au Conseil de sécurité sur ce sujet. La nécessité, c'est le départ pour sauver sa famille quand la guerre fait rage et que le droit international humanitaire n'est plus respecté mais instrumentalisé, comme en Syrie, dans la stratégie de violence des acteurs. L'exil, quand les défenseurs de la liberté sont les premières cibles des pouvoirs en place. La protection des réfugiés est un devoir moral et politique dans lequel la France a décidé de jouer son rôle, en soutenant le Haut Commissariat aux réfugiés partout où il doit intervenir, en ouvrant des voies légales de réinstallation au plus proche des zones de conflit, au Liban, en Jordanie, en Turquie, mais aussi au Niger et au Tchad, en défendant le droit d'asile et le respect absolu de la Convention de Genève. Le 28 août dernier, à Paris, nous avons réuni des pays africains et européens les plus directement concernés par les flux migratoires sur la route de la Méditerranée centrale. Nous avons adopté une feuille de route dont la priorité est de lutter contre les trafiquants qui font commerce de la misère. Nous devons mettre un terme aux violations insupportables des droits fondamentaux en mettant en place une infrastructure humanitaire avec le HCR et l'OIM, en aidant les pays d'origine et de transit à mieux contrôler les flux. Mais si face au terrorisme, aux migrations, les réponses de court terme s'imposent afin de gérer les crises, c'est notre volonté politique de traiter les causes profondes de toutes ces instabilités qui est aujourd'hui en jeu. Ces migrations, ce terrorisme, ce sont des défis politiques avant tout profonds pour nous tous et toutes. Car ces causes profondes, morales, civilisationnelles, si nous voulons les relever, c'est par une véritable politique de développement que nous pouvons le faire. C'est pourquoi j'ai décidé que la France jouerait son rôle en fixant l'objectif de consacrer 0,55% de notre revenu national pour l'aide publique au développement d'ici 5 ans. Je vous remercie pour vos applaudissements, mais je veux les tempérer en quelque sorte. D'abord parce que je sais que certains attendent davantage et que ça n'est jamais assez. Et la France aujourd'hui n'est pas suffisamment à ce rendez-vous. Mais surtout parce que ça n'est pas tellement l'argent qui est la question principale, c'est l'efficacité de cet argent. C'est ce à quoi nous le destinons, c'est de mieux évaluer, c'est de mieux être en responsabilité sur cet argent que tous et toutes nous mettons. Alors oui, je veux que la France soit au rendez-vous de l'aide publique au développement, mais je veux surtout que cette aide publique au développement fasse l'objet de plus d'innovation, de plus d'intelligence, de méthodes différentes, d'une plus grande responsabilité sur le terrain. C'est cela ce que je veux avec vous. L'enjeu aujourd'hui, c'est que cette aide publique au développement arrive bien sur le terrain, de manière simple, efficace, en étant évaluée, aille bien à la destination initialement recherchée. C'est cela ce que nous avons voulu faire, par exemple, avec l'Alliance pour le Sahel, que nous avons lancée avec l'Union européenne, la Banque mondiale et le PNUD. Ensuite, c'est d'avoir des priorités claires. La première, c'est d'investir dans l'éducation. Parce que c'est par l'éducation que nous gagnerons cette bataille contre l'obscurantisme, celle qui est aujourd'hui en train de faire basculer des pays, des régions entières, en Afrique comme au Proche et Moyen-Orient. Et j'appelle ici la communauté internationale à être au rendez-vous en février 2018, à Dakar, pour la reconstitution du partenariat mondial pour l'éducation que la France coprésidera avec le Sénégal. C'est une bataille essentielle que nous mènerons là. C'est celle qui consiste précisément à donner la possibilité aux jeunes filles et aux jeunes garçons de ne pas sombrer dans l'obscurantisme, de pouvoir choisir leur avenir, pas celui qui leur sera imposé par nécessité ou celui que nous leur choisirions ici dans cette salle. La deuxième priorité, c'est d'investir dans la santé, dans la lutte contre les grandes pandémies et contre la malnutrition. Parce qu'aucun espoir n'est permis quand on ne peut pas se former
ni se soigner. Dans ce combat pour le développement, nous avons aussi besoin de soutenir la place des femmes, la culture et la liberté d'expression. Partout où la place de la femme est remise en cause, bafouée, c'est le développement qui est bloqué. C'est la capacité d'une société à s'émanciper, à prendre sa juste place qui est ainsi bloquée. Ce ne sont pas des sujets de société anodins. C'est un combat de civilisation profond. C'est notre combat, ce sont nos valeurs. Et elles ne sont pas relatives, elles sont éminemment universelles sur tous les continents, toutes les latitudes. Partout où la culture est bafouée, là aussi, c'est notre capacité collective à relever ces défis qui est réduite. C'est pourquoi l'UNESCO est aujourd'hui une institution particulièrement essentielle et a, à cet égard, un rôle clé, conserver au monde un visage humain, quand tant d'obscurantisme voudraient en supprimer l'incroyable diversité. C'est pour que la culture et la langue de chacun vivent et perdurent que nous nous battons, pour que continue le progrès de l'esprit. Et la liberté d'expression est, elle aussi, une bataille dont l'actualité n'est pas moins importante. L'ONU a vocation à protéger la liberté de ceux qui pensent, réfléchissent, s'expriment, et notamment la liberté de la presse. C'est pourquoi j'appelle à la désignation d'un représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies sur la protection des journalistes dans le monde. Car, en aucun cas, la lutte contre le terrorisme, le durcissement du monde dans lequel nous vivons, ne saurait justifier la réduction de cette liberté. Je parle enfin au nom de Jules, mon compatriote, vivant sur l'île de Saint-Martin. Je songe à sa maison détruite, à sa peur que cela ne recommence encore et encore, parce que le réchauffement climatique multiplie les catastrophes. L'avenir du monde, c'est celui de notre planète, qui est en train de se venger de la folie des hommes. La nature nous rappelle à l'ordre et nous intime d'assumer notre devoir d'humanité et de solidarité. Elle ne négociera pas. Il revient à l'humanité de se défendre en la protégeant. Les dérèglements climatiques font voler en éclats la traditionnelle opposition entre le Nord et le Sud. Les plus fragiles sont toujours les premières victimes, emportées dans un tourbillon d'injustice. Nous sommes tous frappés par les emballements terribles du climat, de la Chine aux Caraïbes, en passant par la Russie ou la Corne de l'Afrique. Mon pays, devant cette Assemblée, avait promis un accord universel à Paris. Il a été obtenu et signé dans cette salle. Cet accord ne sera pas renégocié. Il nous lie. Il nous rassemble. Le détricoter serait détruire un pacte qui n'est pas seulement entre les États, mais aussi entre les générations. Il pourra être enrichi de nouvelles contributions, de nouveaux apports, mais nous ne reculerons pas. Je respecte profondément la décision des États-Unis. Je respecte profondément la décision des États-Unis et la porte leur sera toujours ouverte. Mais nous continuerons, avec tous les gouvernements, avec les collectivités locales, les villes, les entreprises, les ONG, les citoyens du monde, à mettre en œuvre l'accord de Paris. Nous avons pour nous la force des pionniers, l'endurance, la certitude et l'énergie de ceux qui veulent construire un monde meilleur. Et oui, ce monde meilleur créera de l'innovation, des emplois, n'en déplaise à ceux et celles qui veulent croire que l'avenir ne se regarde qu'en arrière. Nous le construirons sans attendre, en mettant en œuvre nos contributions nationales comme la France l'a fait en adoptant son plan climat, qui la place sur le chemin de la neutralité carbone. En rassemblant à Paris, le 12 décembre prochain, tous ceux qui sont décidés à avancer autour de solutions concrètes, en mobilisant les financements publics et privés. Et je confirme ici que la France y prendra sa part en allouant 5 milliards d'euros par an à l'action sur le climat d'ici à 2020. Nous redoublerons d'ambition en présentant dès cet après-midi
un pacte mondial pour l'environnement, dont l'ambition sera de forger le droit international du siècle qui vient, avec l'appui des agences de l'ONU. Quand certains voudraient s'arrêter, nous devons continuer à avancer, à aller plus loin, parce que le réchauffement climatique, lui, ne s'arrête pas, parce que nos dérèglements ne s'arrêtent pas, parce que notre devoir de solidarité et d'humanité ne s'arrête pas. Mesdames et messieurs, derrière chacune de nos décisions, il y a ces voix, il y a ces vies. Il y a le cortège invisible de ceux que nous devons défendre parce qu'un jour, on nous a nous-mêmes défendus. Toutes ces voix qui appellent, pourquoi ne les entendons-nous pas davantage? Pourquoi ne savons-nous plus faire ce qui, voici 70 ans, avait redonné à l'humanité entière la force de croire en elle, la responsabilité planétaire, le goût de l'entraide, la foi dans le progrès? Et oui, lorsque je vous parle de Bana, d'Ousmane, de Kwame ou de Jules, je parle de mes concitoyens, je parle de vos concitoyens et de chacun d'entre eux. Car nos intérêts, notre sécurité, ce sont aussi les leurs. Nous sommes irrémédiablement liés les uns aux autres dans une communauté de destin pour aujourd'hui et pour demain. Alors les équilibres du monde, oui, ont profondément changé ces dernières années. Le monde est redevenu multipolaire. Cela veut dire qu'il nous faut réapprendre la complexité du dialogue, mais aussi sa fécondité. Notre action collective se heurte à l'instabilité des États. Ainsi de la Libye. 6 ans après son intervention armée, je prends acte, devant cette Assemblée, de la responsabilité particulière de la France pour que ce pays retrouve la stabilité. La rencontre de la Celle-Saint-Cloud du 25 juillet dernier a permis de faire avancer la réconciliation indispensable à la réussite du processus politique sous l'égide des Nations Unies. Aux côtés du secrétaire général et de son représentant spécial, nous devons parvenir en 2018 à l'organisation d'élections qui marqueront le début d'une restauration effective de l'État. Et j'y mettrai toute mon énergie. Ainsi, pour le Venezuela, l'action collective doit maintenir dans ce pays le respect de la démocratie, le respect de toutes les forces politiques et ne rien céder aux tendances dictatoriales qui sont aujourd'hui à l'œuvre. Ainsi, en Ukraine, nous devons inlassablement, là aussi, faire respecter les engagements pris et permettre le cessez-le-feu effectif et progressivement, comme nous le faisons, avec l'Allemagne tout particulièrement, permettre là aussi aux parties en présence de respecter le droit international et parvenir à la fin de ce conflit. Le multilatéralisme peine à faire face aux défis de la prolifération nucléaire. Il ne parvient pas à conjurer des menaces que nous pensions à jamais révolues et qui sont réapparues brutalement dans notre présent. Ainsi, Pyongyang a franchi, en le revendiquant, un seuil majeur dans l'escalade militaire. La menace nous concerne tous immédiatement, existentiellement, collectivement. À ce jour, la Corée du Nord n'a donné aucun signe d'une volonté de négocier. Ses dirigeants s'enferment dans une surenchère acharnée. Notre responsabilité, avec tous nos partenaires, dont la Chine et la Russie, est de ramener par la fermeté à la table des négociations d'un règlement politique de la crise. La France refusera toute escalade et ne fermera aucune porte au dialogue si les conditions sont réunies pour que ce dialogue soit utile à la paix. C'est ce même objectif qui me conduit à défendre l'accord nucléaire avec l'Iran. Notre engagement sur la non-prolifération nucléaire a permis d'obtenir le 14 juillet 2015 un accord solide, robuste et vérifiable qui permet de garantir que l'Iran ne se dotera pas de l'arme nucléaire. Le dénoncer aujourd'hui, sans rien proposer d'autre, serait une lourde erreur. Ne pas le respecter serait irresponsable, parce que c'est un accord utile, essentiel à la paix, à l'heure où le risque d'une spirale infernale ne saurait être exclu. C'est ce que j'ai dit hier,
aux États-Unis et à l'Iran. Je souhaite pour ma part que nous complétions cet accord par un travail qui permettra d'encadrer l'activité balistique de l'Iran, par un travail qui permettra d'encadrer la situation après 2025 que ne couvre pas l'accord de 2015. Soyons plus exigeants, mais en rien ne détricotons ce que les accords précédents ont déjà permis de sécuriser. Et regardons la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Avons-nous, par l'absence de dialogue, mieux endigué la situation en Corée du Nord? Pas une seule seconde. Partout où le dialogue, le contrôle, le multilatéralisme se dotent d'armes efficaces, il est utile. C'est cela ce que je veux pour nous tous et toutes. Alors je ne sais si mon lointain successeur aura dans 70 ans le privilège de s'exprimer devant vous. Le multilatéralisme survivra-t-il à la période de doute et de danger que nous connaissons? En vérité, il faudrait que nous nous souvenions de l'état du monde voici 70 ans, brisé par la guerre, stupéfait par les génocides. Et il faudrait que nous retrouvions aujourd'hui l'optimisme, l'ambition, le courage que nous avons opposés à ces raisons de douter, que nous retrouvions foi en ce qui nous unit. C'est-à-dire que nous retrouvions confiance en ces valeurs fondatrices de l'ONU qui sont universelles et qui protègent les individus partout sur la planète et garantissent leur dignité. Mais mesdames et messieurs, pourquoi en sommes-nous arrivés là? Parce que nous avons laissé s'installer que le multilatéralisme était en quelque sorte un sport confortable, un jeu pour diplomates assis, l'instrument des faibles. C'est cela ce qui s'est passé depuis tant et tant d'années. Parce que nous avons laissé croire qu'on était plus crédible et plus fort lorsqu'on agissait de manière unilatérale. C'est faux. Parce que nous avons laissé croire, parfois par cynisme, que le multilatéralisme ne pouvait pas tout régler. Alors nous avons laissé les dérèglements du monde prendre le dessus. Nous avons traîné à régler le réchauffement climatique, à traiter des inégalités contemporaines qu'un capitalisme déréglé s'est mis à produire. Nous avons laissé des voix discordantes s'élever. Mais à chaque fois, c'est la voix du plus fort qui l'emporte à ce jeu. Nous avons, par langueur, par oubli de l'histoire qui nous a fait, nous avons laissé s'installer l'idée qu'on est plus fort hors du multilatéralisme. Mais notre défi contemporain, celui de notre génération, c'est de savoir le refonder. C'est d'expliquer qu'aujourd'hui, dans le monde tel qu'il va, il n'y a rien de plus efficace que le multilatéralisme. Pourquoi? Parce que tous nos défis sont mondiaux. Le terrorisme, les migrations, le réchauffement climatique, la régulation du numérique, tout cela, nous ne le réglerons qu'à l'échelle de la planète, de manière multilatérale. Et à chaque fois que nous acceptons que ce ne soit pas le multilatéralisme, alors nous laissons la loi du plus fort l'emporter. Parce que oui, mes amis, consacrer notre vision du monde, c'est par le multilatéralisme que nous pourrons le faire. Parce que cette vision est universelle, elle n'est pas régionale. Parce qu'à chaque fois que nous avons cédé à certains qui disaient que la place de la femme, c'était l'affaire de quelques-uns à un certain bout de la planète, mais pas des autres, que l'égalité entre les citoyens, c'était l'affaire d'une civilisation, mais pas d'une autre. Nous avons abandonné ce qui nous a rassemblés ici, dans ce lieu, l'universalité de ces valeurs. Et là aussi, nous avons cédé, dans certains pays, à la loi du plus fort. Parce qu'à chaque fois que les grandes puissances, assises à la table du Conseil de sécurité, ont cédé à la loi du plus fort, ont cédé à l'unilatéralisme, ont pu dénoncer des accords qu'elles avaient elles-mêmes signés, elles n'ont pas respecté le ciment du multilatéralisme, qui est la règle du droit. C'est cela ce qui nous a fait. C'est cela qui construit la paix dans la durée. Alors oui, aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin du multilatéralisme. Non pas parce que ce serait un mot confortable, non pas parce que ce serait en quelque sorte un refuge pour gens intelligents,
Parce que le multilatéralisme, c'est la règle du droit, c'est l'échange entre les peuples, c'est l'égalité de chacune et chacun d'entre nous. C'est ce qui permet de construire la paix et de relever chacun de nos défis. Alors oui, pour ce faire, l'Organisation des Nations Unies a toute légitimité pour agir et préserver les équilibres du monde. C'est pourquoi je veux une ONU plus responsable, plus efficace, plus agile, et je soutiens pleinement le projet du secrétaire général des Nations Unies, son ambition, sa volonté de porter une organisation à l'échelle des défis de la planète. Nous avons besoin de sortir de nos bureaux, des rencontres entre États et entre gouvernements pour aller chercher d'autres énergies, pour représenter différemment le monde tel qu'il est et pour revenir sur des dogmes dans lesquels nous nous sommes parfois installés. Nous avons besoin d'un Conseil de sécurité qui puisse prendre des décisions efficaces et ne pas être enfermé dans le droit de veto quand des atrocités de masse sont commises. Nous avons besoin d'une meilleure représentation de toutes les forces en présence, de tous les continents. Nous avons besoin d'une articulation dans la gestion des crises avec l'Union européenne, l'Union africaine, les organisations sous-régionales qui sont des acteurs essentiels. C'est pourquoi la France sera là, aux côtés des Nations Unies, pour la réforme en cours. Pour conclure, mesdames et messieurs, je voulais vous dire que les voix oubliées que j'ai voulu porter ce jour ne peuvent résonner que dans une enceinte comme celle-ci. Une enceinte où chacun a sa place, où chacun peut se faire entendre de ceux qui ne veulent pas écouter. Et à ceux-ci, je dirais, ne pas écouter la voix des opprimés et des victimes, c'est laisser leur malheur grandir, prospérer, jusqu'au jour où il nous frappera tous. C'est d'oublier que nous-mêmes, chacune et chacun, à un moment de notre histoire, nous avons été ces opprimés et d'autres ont entendu nos voix. C'est oublier que